Bonjour tout le monde, enfin de retour de vacances, je suis heureuse de vous retrouver après cette pause estivale. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue. Vous écoutez À la sauce curry, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast, dans lequel je vous partage mes conversations avec des femmes scientifiques, tous domaines confondus, qu'elles soient chirurgiennes, archéologues ou développeuses de jeux vidéo. La vie est faite de choix, plus ou moins conscients, et quand on se retrouve en face du choix de sa vie, eh bien des fois, on ne réagit pas comme on l'avait imaginé. Elsa a longtemps voulu être professeure-chercheur à l'université et a construit tout son parcours dans ce sens-là. Mais quand il a fallu se lancer dans les démarches pour le devenir, elle a finalement pris une décision à laquelle elle n'aurait jamais pensé, quitter le monde académique pour une entreprise privée. Aujourd'hui développeuse logicielle en thermodynamique, elle nous raconte son parcours orienté mécanique aérospatiale, mais toujours avec une certaine influence des mathématiques, ses premiers amours. Elle nous parle également de sa vie au Canada, où elle a trouvé son équilibre entre sa vie de famille et sa carrière professionnelle, aussi importante l'une que l'autre. On perd pas les bonnes habitudes. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire gentil et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'adore lire vos retours, qui sont toujours très intéressants. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet alasaucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, c'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec Elsa. Bonne écoute. Bonjour Elsa. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Très bien, très bien. Merci de m'accueillir. Je t'en prie, merci pour ton petit email. Écoute, ça m'a fait très plaisir. De rien, le fan club. J'ai déjà un fan club. Alors Elsa, donc tu m'as envoyé un email en disant ton podcast est cool et moi je me reconnais en fait dans femme scientifique et en plus jeune maman, etc. et en plus au Canada. Donc il y a plein de choses qu'on va raconter là. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, donc, je m'appelle Elsa, j'ai 32 ans, j'habite à Montréal, je suis développeuse logicielle, donc je expliquerai ça un peu plus en détail. Et donc, tu disais jeune maman, donc actuellement en congé parental, mais normalement, mon cerveau fonctionne toujours, donc je peux parler de science malgré tout. Tu sais, on parle pas, on essaye de diguer un peu la science, mais pas tant que ça, c'est plus l'expérience en fait qui compte dans ce podcast. Et de toute façon, je te suivrai pas très très loin si tu commences à parler, à parler science et tout. Et donc oui, donc en quoi consiste ton métier de développeur logiciel ? Alors, donc mon titre officiel, c'est spécialiste solveur thermique, ce qui est exactement quelque chose qui ne veut rien dire à l'extérieur de mon travail. Mais donc, je vais juste expliquer un peu ce que ça veut dire. Donc, je suis développeuse logicielle, donc j'écris du code informatique. Et le solveur thermique dont il est question dans mon titre, ça veut dire que solveur, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait des calculs, et thermique, ça veut dire qu'on s'intéresse à la température. Donc, je travaille sur un logiciel qui permet de calculer des températures et toutes sortes de choses reliées à la température. C'est un logiciel qui est en fait utilisé partout dans le monde par d'innombrables ingénieurs et avec plein d'applications. Mais genre pour expliquer un peu à quoi ça sert, je vais juste prendre 2 exemples. Le spatial, les satellites, puis l'électronique qui est comme plus proche de nous. Mais mettons un ingénieur qui travaille pour créer un satellite. Il va se poser plein de questions. Il va y avoir un satellite, c'est un objet qui est quand même très très fragile. Il y a beaucoup d'instruments dedans, donc on aime bien qu'à l'intérieur du satellite, la température reste, je sais pas, autour de 20-25 degrés, quelque chose de bien. Sauf que ton satellite tourne autour de la Terre. Donc, de temps en temps, il est exposé directement au soleil, donc il va monter jusqu'à 200 degrés. Et quand il va tomber derrière la Terre, il va tomber dans l'ombre et il va être à moins 200 degrés. Donc, l'ingénieur va devoir se dire, OK, mais qu'est-ce que j'utilise pour fabriquer mon satellite qui va permettre de réduire la température à l'intérieur. Et là, plutôt que de fabriquer 1000 satellites et de tous les tester, il va faire des calculs sur ordinateur. Il va utiliser des logiciels, et donc notamment le logiciel sur lequel je travaille, qui prend en compte toute la géométrie du satellite, tous les matériaux qui sont utilisés pour le fabriquer, toute l'électronique à l'intérieur, enfin, etc. Donc, c'est ce genre de calcul-là. Et l'autre application un peu plus terre à terre, c'est un bon exemple, c'est, mettons, quand on a un ordinateur portable qu'on met sur ses genoux,
qu'on sent s'échauffer, on commence à sentir toute la ventilation qui démarre. Mhm. Là aussi, il y a des ingénieurs je dis des ingénieurs, mais des concepteurs, mettons, de manière générale, qui vont se poser la question de, OK, mais c'est quoi la taille des ouvertures sur le côté de l'ordinateur pour laisser passer assez d'air, par exemple, pour ventiler. Donc, toutes les questions de ventilation pour réduire la température. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre vie où on veut surtout pas que la température s'élève, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la température bouge. Et donc là, on a besoin de calculs très avancés et on a besoin de logiciels de simulation, c'est ce qu'on appelle donc simulation numérique, qui permettent d'être très précis pour prédire qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur et quelles sont les meilleures solutions. Donc ça, c'est un peu à quoi ça sert, ce sur quoi je travaille. Puis moi, concrètement, donc j'écris du code. Puis j'ai comme 2 tâches principales. Une qui est un peu recherche et développement, c'est-à-dire on va avoir un client qui va arriver, qui va dire bon ben moi j'ai besoin de telle fonctionnalité spécifique et on va développer cette fonctionnalité. Donc autre exemple du spatial, j'ai pas travaillé là-dessus, mais ça a la chance d'être publié, donc je peux en parler parce qu'on peut pas parler de tout ce qui se passe à l'intérieur là, mais quelque chose qui a été publié, qui est que par exemple pour ce qui est spatial, quand on envoie des rovers sur la Lune ou sur Mars, là c'était sur Mars, il y a tout un on se pose la question de comment le Soleil traverse, mettons, toute la poussière qu'il y a sur Mars. Et ça demande des calculs mathématiques très avancés, aller chercher dans la littérature scientifique, etc. Donc là, il y a une partie de l'équipe qui était allée fouiller qu'est-ce qu'on pouvait faire comme nouveau modèle pour être dans des choses plus avancées, plus complexes. Donc là, on va chercher des mathématiques assez avancées et on va les rentrer dans le logiciel pour rentrer des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est la partie R&D, recherche et développement. Puis l'autre partie qui est en fait la partie vraiment quotidienne. Et honnêtement, genre si on m'avait dit que je ferais ça dans ma vie, je pense que j'aurais pensé que ça serait pas intéressant, mais c'est vraiment vraiment cool. C'est du débugage, donc enlever des bugs dans le logiciel. Où en gros on a un client qui fait un calcul, puis là il dit ok mais je pensais pas que ce serait ça le résultat. Et alors là, moi on va me donner ce cas-là, je vais refaire les calculs du client et je vais suivre pas à l'intérieur du logiciel chaque ligne du code pour savoir ce qui s'est passé. Et parfois, la réponse, c'est genre, ah, mais si, c'est la bonne solution parce qu'on se base sur telle littérature scientifique et c'est ça qui avait été décidé. Et donc, voilà. Ou parfois, on dit, ah, mais oui, mais vous êtes dans un cas très particulier qui n'avait pas été prévu. Le code, il est développé depuis les années 80, donc ça se peut qu'il y ait des choses qui n'étaient pas prévues, comme des calculs. Mettons, maintenant, on utilise des machines extrêmement puissantes avec des modèles énormes et ça peut créer des petits problèmes logiciels. Donc, moi, je vais chercher ça, je vais poursuivre le bug ligne par ligne. C'est un travail d'enquête, ça peut durer plusieurs jours, là, c'est vraiment long. Et c'est super intéressant parce que justement, le code il a été développé pendant 30-40 ans. Personne ne connaît l'intégralité du code parce que c'est une machine énorme, mais au fur et à mesure, chaque personne se spécialise dans des portions. Donc, à chaque fois, mettons, quand mon boss il va recevoir une requête de client sur tel sujet spécifique, il sait que c'est tel employé de l'équipe qui connaît le mieux cette partie du code. Et alors, on devient spécialisé. C'est super intéressant. Enfin, je sais pas si ça a l'air intéressant, mais c'est super intéressant. En tout cas, on sent que tu es passionné par ce que tu fais. Et là, justement, j'essayais de te suivre pour essayer de comprendre Donc, en gros, c'est de la simulation numérique. Exactement. Ouais. Liée à la température, donc après qui peut s'appliquer en fonction donc des clients qui font appel à ta boîte. Tu bosses dans une boîte privée, c'est ça ? Oui, je travaille dans une boîte privée, mais les clients font pas nécessairement appel directement à nous. C'est pas nous qui faisons les calculs. Nous, on fait le logiciel qui ensuite est distribué et vendu. Donc, il faut penser, c'est des logiciels qui s'achètent. Les gens achètent des licences et travaillent sur le logiciel. Ils ne connaissent pas, ils savent même pas qui on est nécessairement, mais ils vont faire remonter ensuite au service après-vente, mettons. Et puis là, ça va remonter, et puis ça va remonter jusqu'à nous qui sommes un peu les gens cachés qui développent les fonctionnalités. Ok, ça marche. Cool. J'ai plein de petites questions derrière. Ok. Vas-y, je te laisse. Mais en fait, avant de passer vraiment au dur du sujet, même si là, t'as énormément développé et on comprend bien en fait les différentes facettes de ton métier. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite ? Je voulais faire plein de choses. À la fois, je voulais être écrivaine, donc ça c'est le genre d'ambition d'enfant, voilà. Et je voulais être, je veux dire, scientifique parce que ça a comme changé plein de fois au fur et à mesure que je grandissais. Il y a eu des moments, j'ai fait un stage au collège avec un géophysicien, donc qui étudiait ce qui se passait sous le sol en envoyant des ondes, etc. Là aussi, il y avait tout un aspect mathématique en dessous. Je trouvais ça super cool.
Ça s'est un peu affiné en grandissant. Je dirais que rendu au lycée, je voulais devenir professeur-chercheur en mathématiques fondamentales. C'était un peu, Ah ouais, dès le c'était un lycée, peu quoi. bizarre. Ouais, c'est ça. C'était ça mon but initial. C'est pas ça qui est arrivé, mais il reste des échos de ça ensuite maintenant. Mais Effectivement, si t'avais un attrait pour les maths, il y avait un truc avec les maths, quoi. oui, ouais, Ouais, j'adorais les maths et la physique aussi. Mais je pense que ok. c'était moins clair pour moi que j'aimais beaucoup la physique parce que je me rends compte que j'en ai fait énormément depuis et que je trouvais ça super intéressant. Mais je pense que si j'avais dû me définir, je disais c'était les maths. Mon truc, c'était Les vraiment des trucs maths. super abstraits. Genre, j'aimais ça, le côté presque philosophique, vraiment abstrait des maths. Ah ouais, donc c'est vraiment Ouais. le truc que tout le monde déteste, en fait, Exactement. Je suis que très t'as triste que tout le kiffé. monde le déteste parce que je pense qu'il y a vraiment un truc qui est mal fait dans l'enseignement pour que les gens aiment pas les maths alors que c'est vraiment intéressant. Mais je pense bah, je me permets une parenthèse, mais je pense qu'on définit beaucoup les maths comme genre de saint graal, qui fait que les gens qui sont en échec en maths se sentent nuls je pense qu'il y a un gros problème là-dessus parce que ça devrait pas être à la fois si important et si difficile. Je sais pas comment dire. On valorise trop les gens à travers ça et les gens se sentent trop dévalorisés quand ils sont pas bons en maths et ça les crispe, je pense. Et le nombre de personnes à qui, quand j'étudiais en maths pendant une période, qui je disais que j'avais fait des maths et qui me disaient ah j'ai toujours été nul en maths. Mais moi je suis triste de ça parce que c'est pas grave. Alors s'ils font pas ça dans leur vie, ça n'a aucune importance et ils devraient pas se définir par rapport à ça. Et deux, ben, il s'est jamais perdu. Peut-être qu'il pourrait s'y intéresser plus tard. Je sais pas. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est un peu aussi une des raisons que j'ai créé ce podcast, en fait. C'est parce que j'ai tellement entendu de fois dire oh de toute façon les sciences c'est pas pour moi parce que je suis nulle en maths. Ouais, Mais il y exactement. a tellement de sciences différentes où t'as pas forcément besoin des maths ou pas besoin de maths très compliquées, Exactement. et que enfin bref. Et il y a plein de maths différents aussi, d'ailleurs, parce que les maths, c'est pas un bloc simple. Il y a plein de choses très, 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 très différentes dans les maths. Chacun pourrait trouver ce qui l'intéresse, je pense. Mais... C'est encore un autre sujet qu'on pourra approfondir Oh, oui, je un suis peu pas plus tard. experte, mais oui. Ok, donc lycée déjà, les maths à fond, donc même Ouais. maths fondamentales, t'allais carrément dans le côté... Oui, dans le temps, je pensais que c'était un peu, j'avais un côté très idéaliste, je pense qu'on a quand on est ado aussi, où on se dit, enfin, moi je me disais, les choses n'ont pas besoin d'être appliquées pour avoir du sens. J'aimais le côté vraiment purement intellectuel de la chose. Ok. Mais ça fait que j'avais une genre de posture, je pense aussi, où je me disais, non, mais donc si on applique d'une certaine manière, on perd un peu la pureté de la chose. Quelque chose dont je Ah. suis complètement revenue en vieillissant, parce que je trouve que les deux ont leur place. Mais bon, Puis sachant ce que tu fais actuellement est très appliqué. tout à fait, c'est 100% appliqué, donc j'en suis très contente. Mais bon, on évolue en vieillissant aussi, on comprend qu'il y a des nuances dans la vie, je pense. Ok. Et donc après lycée, donc option maths, bac. Donc bac S et après classe préparatoire maths physique, option informatique. Donc on reste dans Allez, un truc. Ouais, et on alors là, reste dans la lignée. mais je voudrais quand même expliquer ça parce que mais en fait, je me demandais, ça serait peut-être mieux que je fasse juste une vue d'ensemble de ce que j'ai fait, peut-être, et après on revient dans les détails, ou je sais pas ce qui est. Comme tu veux. Parce que je veux pas que qu'on se perde dans les détails nécessairement, mais juste pour faire une vue d'ensemble. Juste pour faire une vue d'ensemble, ensuite j'ai fait donc 2 ans de prépa maths physique, option informatique. Après ça, je suis allée en école d'ingénieur en aéronautique. J'ai Mhm. fait bah, les 2 premières années, puis une année de césure où j'ai fait un stage dans l'automobile, j'ai vécu en Écosse pour étudier, et ensuite je suis revenue ma dernière année d'école d'ingénieur. J'ai fait un double diplôme entre cette école d'ingénieur et un master recherche. Et là, je suis Ok. partie en recherche. Entre les deux, il y a eu un petit stage à Montréal qui était il y a 10 ans et où je suis restée. Donc, je devais faire juste 4 mois à Montréal. Donc là, je te parle de Montréal, 9 ans plus tard. Voilà. Et je suis rentrée en France faire un doctorat de 3 ans. Ok. Pendant le doctorat, j'ai fait 6 mois au Québec. Ok. Je suis revenue faire mon postdoc ici. Je suis devenue associée de recherche. Et après, j'ai quitté le monde académique, malgré le fait que, comme je te dis, ça faisait au moins 15 ans que j'avais décidé que je deviendrais professeur-chercheur. Et l'année Ouais. dernière, j'ai décidé que non. Et je suis devenue développeuse logicielle. Donc c'est un peu ça Le l'arc parcours. global, le parcours rapide, mettons. On va rentrer plus dans les détails, mais juste pour dire un peu, les choses se sont enchaînées sans. J'aurais jamais pensé en commençant ça que j'arriverais là où je suis maintenant. Donc ça vaut le coup de D'accord. voir comme tout le parcours en regardant dans le Ok. rétro, là, je pense. Et en gros, et pour toi, tout ça, ça s'est enchaîné plutôt naturellement ou il a fallu que tu fasses des choix vraiment particuliers?
Bah, je dirais qu'il y a eu des choix à chaque fois. Genre Mhm. vraiment, et ça, à chaque fois, ça a été vraiment difficile et assez déchirant parce que je Ok. suis quelqu'un, même si là je parlais beaucoup des maths, mais je suis toujours intéressée par des milliers de choses et puis on nous oblige toujours à choisir. Là, donc c'était un peu, tu vois, même dès le bac S, j'avais déjà pensé à faire un bac L, donc littéraire. Et je m'étais dit, ah ben non, quand même, je vais aller vers les maths. Puis je fais ma prépa. Après, je voulais aller en fac de. Je peux revenir à la prépa. Je voulais aller en fac de maths en fait. Moi, après la prépa, je suis allée en prépa Ok. parce que j'avais fait mon lycée un peu. Je trouvais tout super intéressant, Mhm. mais j'avais pas travaillé très intensément nécessairement. Et je m'étais dit, si je vais à l'université, ben ça se peut que ma méthode soit pas très développée et que je travaille pas nécessairement si fort. Ok. Et en plus, j'avais un oncle qui m'avait dit ah là, t'es super, super bonne, tu pourrais faire l'ENS, donc l'École Mhm. nationale supérieure, qui, quand tu as 17 ans, tu te rends pas compte que c'est totalement impossible de rentrer là-dedans. Mais à cette époque-là, je m'étais dit ah bah oui, super. Je suis rentrée en prépa. Ça a été vraiment difficile. J'ai passé, et après, à la sortie, en gros, le sas de la prépa fait qu'en sortant, j'ai décidé que pas de fac de maths, j'allais en école d'ingénieur et que j'ai abandonné tous ces trucs. Déjà, le côté fondamental était déjà un peu parti à ce moment-là. La prépa, ça a été un peu, à la fois, j'étais super contente parce que ça allait justement très, très, très vite. C'était Mhm. hyper intense. Mhm. C'était les maths, c'était hyper intéressant. Enfin, c'était hyper stimulant et c'était absolument épuisant et c'était absolument trop et c'était vraiment ça a été genre, je me suis dit, bon, ok, là, j'ai atteint ce que j'avais à atteindre en maths fondamentales. Je ne ferai pas ça dans ma vie. Et donc, là, ça a été le choix. Mais tu vois, c'est un choix qui est devenu un peu naturellement. Je me rappelle pas m'être dit à un moment, ok, c'est fini. Mais je me rappelle quand même, quand je suis rentrée en école d'ingénieur, j'ai essayé de m'inscrire en fac de maths en parallèle. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était fini. J'étais passée à autre chose dans ma vie. J'étais Ah passée ouais, mais à, enfin, t'as voulu faire une fac de maths en parallèle de ton école d'ingénieur et pas que fac de maths. ouais, parce que je voulais pas abandonner ce rêve-là, dans le sens qu'il y avait comme une superposition, un peu, si tu veux, entre, il restait un peu du rêve de faire des maths fondamentales, et en même temps, la vérité, c'était que je m'en allais vers l'école d'ingénieur, qui, en fait, m'allait beaucoup mieux à ce moment-là. Mais il y avait plusieurs personnes qui faisaient ça. J'étais dans une école d'ingénieur qui était très, il y avait beaucoup de gens qui étaient très matheux, qui étaient allés à cette école d'ingénieur aussi. Ok. Euh, C'était quoi comme école d'ingénieur? c'est Super Héros. Ok. Ça s'appelle l'ISAE Super Héros maintenant, je pense. Ça a changé de nom plusieurs fois, mais c'est devenu l'ISAE, c'est devenu Super Héros, etc. C'est une école où il y a beaucoup de gens qui sont arrivés là aussi, qui étaient très matheux, ou alors c'est peut-être juste parce que c'était mes amis. Je suis restée aussi avec eux, mais et beaucoup- et donc bon, bref, donc j'ai abandonné ça à ce moment-là, les maths fondamentales. Mais la prépa, ça a été vraiment très intéressant et très intense, et trop intense, je pense. Et je pense pas que ce soit la meilleure chose. Je pense pas que le système prépa école d'ingénieur soit un système très qui soit une bonne idée nécessairement, mais bon, c'est par là que je suis passée, donc. Bah après, ça a été ton choix à ce moment-là, quoi. Donc tu pouvais pas savoir tant que t'y avais pas été. Tout à fait, mais je regrette pas individuellement, mais là, je pense que c'est aussi, tu revois un écho de ma réflexion aussi quand j'étais au lycée, mais individuellement, ça a été un truc très intéressant pour moi de faire la prépa et de faire l'école d'ingénieur. Mhm. Mais je pense que ériger ça en système, c'est une erreur, dans le sens où il y a un élitisme sous-jacent là dans le système prépa école d'ingénieur Mhm. qui est vraiment qui met sous pression complètement les gens qui sont en prépa. Donc moi, bah, pour être vraiment, je pense que c'est intéressant dans ton podcast le côté humain de comment on passe à travers ça. Moi, j'ai adoré la prépa. J'ai passé mon temps quand j'étais dedans à dire ah tout le monde dit que c'est horrible, mais moi je trouve pas ça horrible. Et quand je suis sortie de là, l'été suivant, je faisais des crises d'angoisse, j'étais pas bien du tout. J'étais Ah ouais? vraiment, vraiment pas bien du tout. Donc, si tu veux, puis bon, après, je commençais à l'école d'ingénieur, ça s'est très bien passé, mais c'est quelque chose qui te met dans une situation où t'es poussé plus loin que toi-même. Genre, c'est fou la quantité de choses qu'on apprend en deux Mhm. ans en école préparatoire, qui est très, en classe préparatoire, ce qui est très intéressant. Mais on te met une pression en te disant que ta vie se décide là-dessus. Et que justement, et tu vois, tu parlais de choix. Est-ce qu'on fait des choix dans la vie? On te met devant des choix en te disant, tu choisis ton école et toute ta carrière va se décider là-dessus, tu vois. Donc il y a un truc vraiment de,
Et tout un truc d'élitisme aussi, vous êtes les meilleurs, et puis il faut Mm. intégrer les meilleures écoles et regarder les classements des écoles, et puis euh, votre salaire sera décidé là-dessus plus tard. Et je veux dire, quand tu passes les concours, tu as 19 ans, 20 ans, 21 maximum. Enfin, en gros, là, le range, c'est entre Mm. 19 et 21 ans, souvent. T'as pas envie de décider de toute ta vie sur quelques concours et des Ouais, choix alors que tu sais pas où tu vas, tu vois. Donc je trouve que c'est un peu trop intense sur le côté choix et sur le côté pression, ouais. mais ça n'en reste pas moins un super apprentissage. J'ai appris des choses Ah fort ben, passionnantes. enfin, pour avoir eu des copains de lycée qui sont passés par la prépa, enfin, très clairement, c'était ultra intense, mais ils regrettent pas leur choix. C'est sûr que pendant 2 ans ou 3 ans, si Oui. tu repiques, t'as pas trop de vie sociale, mais derrière, en fait, ils en sont sortis avec une méthode de travail énorme et que, en fait, maintenant, qu'ils utilisent toujours maintenant parce que ils sont passés par la prépa. Maintenant, c'est ouais, à savoir s'il faut tenir le rythme. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a dit non, en fait, à la classe prépa, Mhm. parce que je pense que j'aurais pu avoir les capacités et les profs, en fait, me disaient tu peux y aller, mais très clairement, j'avais pas la volonté, quoi. Ouais, moi je pense que j'étais très naïve, j'avais aucune idée de ce que c'était quand je me suis embarquée là-dedans. Je pense Ouais. pas que j'avais vraiment une vraie idée de où est-ce que j'allais. Moi je voulais faire des maths, je crois que c'était une bonne voie, c'était intéressant. Mais voilà, j'ai trouvé ça super stimulant et je regrette pas de l'avoir fait. Et tu dis c'est une manière de travailler. Moi je suis pas sûre que ma manière de travailler, ça a continué à évoluer avec le temps, mais ça t'oblige à penser très 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 vite et à Mhm. apprendre très 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 vite. Et ça c'est quelque chose qu'on garde dans la vie ensuite. Ouais, c'est ça. C'est sûr que C'est t'a ouais. donné des automatismes que tu utilises toujours maintenant, au final. Tout à fait. Après, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai donné pas mal de cours par la suite. Et en Mhm. donnant des cours, j'ai compris des choses que j'avais pas du tout compris quand j'étais en prépa. T'as pas le temps de comprendre ce que tu fais. Donc, Mhm. t'apprends très, très, très vite. Tu assimiles très, très, très vite. Et je pense que tu comprends sur le moment, mais ça reste pas nécessairement. Et ensuite, moi, je suis assez adepte de repasser sur les choses pour les comprendre. Et Mhm. en les enseignant, tout d'un coup, tout se mettait en place et je comprenais qu'il y avait vraiment tout un sens derrière ce que j'avais appris que j'avais peut-être ignoré quand je l'apprenais. Mais est-ce que c'était la faute de la prépa ou c'est juste que quand on apprend une chose pour la première fois, on ne le comprend pas? Je sais pas. Oh bah, il y a tellement de choses que on oublie. Oui, oui. Enfin, voilà, si on devait repasser le bac à notre âge maintenant, Ça serait intéressant. je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir les mêmes notes, n'est-ce pas? Tout à fait. Euh, ok, alors, et donc, école d'ingénieur, comment tu as Voilà. choisi ton école d'ingénieur? Alors, je l'ai choisi sur plein de. J'essayais de me rappeler de ça justement avant qu'on s'appelle. Je l'ai choisi sur plein de critères différents. Bon, je voulais faire de l'aspect vraiment scientifique, je voulais faire de la mécanique. Je m'étais rendu compte que en termes de maths appliquées, justement, c'était ça qui m'intéressait. En termes de physique, voilà. Ok. En regardant les écoles, je me rendais compte que là où la mécanique était appliquée un peu de manière, enfin, sous le maximum de contraintes, donc de manière assez intéressante, c'est l'aéronautique. Donc je me disais, bon, bah, ça c'est cool. L'école était à Toulouse. Moi, je Mhm. viens du sud-ouest de la France, j'ai fait ma prépa à Toulouse, donc c'est sûr que C'était c'était facile. une bonne chose, c'était Mhm. facile, puis je me voyais bien continuer à vivre dans cette ville-là. Ok. Mais après, dans les considérations complètement annexes, il y avait un bureau des arts très développé, avec du théâtre, des ateliers d'écriture, il y avait des cours de culture, il y avait la possibilité de prendre 3 langues vivantes. Wow. Moi, je trouvais ça super cool. Donc moi, j'aimais vraiment le côté très Ouvert. ouvert en Mhm. fait. Et d'ailleurs, c'est une école qui fait partie du concours, de la banque de concours des mines, qui a une particularité, c'est que on est évalué pas seulement sur les notes en sciences, mais les notes littéraires sont calculées séparément. Et si on passe pas la barre sur les notes littéraires, on passe pas. Ok. Donc il y avait un côté un peu multidisciplinaire que j'aimais bien. Mhm. Euh, et après coup, ça s'est avéré un bon choix aussi parce que, un, c'est une école qu'en fait beaucoup de gens choisissent par passion. J'ai rencontré des gens qui étaient complètement passionnés par l'aéronautique, qui connaissaient Mhm. tous les avions sur le bout des doigts ou tous les trucs spatiaux et tout ça, c'était génial. Des gens qui avaient refusé des écoles plus intenses, en fait plus difficiles à avoir, mieux classées que Super Héros pour aller à Super Héros. Et Mhm. moi j'avais choisi parce que je trouvais ça intéressant, mais eux c'était la passion de leur vie, c'était génial. Donc je me rappelle au début, on regardait des vidéos sur l'histoire de l'aviation et là, ils disaient ah oui mais tu vois c'est tel avion, c'était super. Et, euh, et il s'est avéré que c'est aussi une école qui était, je sais pas comment dire ça, mais
j'avais l'impression que dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, les gens, une fois qu'ils y étaient, ils foutaient plus grand-chose. Ouais. Ils sont un peu comme ça. Et j'ai pas du tout eu cette impression-là à Subaero. Je dirais que les premiers mois, c'était un peu relax, mais c'était presque un peu bizarre. Mais c'était le contre-coup de la prépa. Tout le monde se disait, mais comment ça se fait que tout est plus lent? Mhm. Ok. Et une fois qu'on a démarré, c'était pas très lent. C'est Ok. beaucoup de choses, beaucoup de projets, des projets vraiment intéressants. Et donc, moi, j'ai un souvenir d'avoir vraiment appris énormément de choses. Probablement Mhm. oublié énormément de choses aussi. Là, c'est aussi des choses qu'il faudrait réapprendre. Normal. Mais c'était non. Et puis j'ai rencontré des gens vraiment super intéressants, de plein de, beaucoup de gens justement très littéraires qui avaient fait les mêmes genres de choix que moi avant de partir vers les sciences et qui se retrouvaient dans les ateliers d'écriture, à organiser des sorties de théâtre. C'était super. Franchement, je regrette pas mon choix. Ouais. Des gens qui voulaient finalement garder aussi le côté littéraire, science, pas science pure, quoi. Exactement. Ouais, c'est Mhm. ça. Donc ça, c'était super riche, je trouve, comme truc. Voilà. Comme Mais quoi, quand on j'ai peut faire les choisi, deux. voilà. Comme quoi, on peut faire les deux. Évidemment, pas au même niveau que ça. Je pense que c'était une de mes grandes naïvetés. C'est drôle, j'ai entendu quelqu'un dire ça dans un de tes podcasts. Je sais plus qui c'était, mais que elle voulait faire, je sais plus si c'était du dessin ou des lettres ou comme ça. Puis elle s'était dit, ah, c'est plus facile de continuer l'art à côté, puis d'aller faire des études scientifiques. Moi, je m'étais Mhm. vraiment dit ça. Mhm. Et en même temps, je me rends compte maintenant, des années après, que c'était bien naïf de penser, enfin, que ça représentait un peu mon engagement dans chacun des deux. C'est-à-dire que jamais j'aurais le même niveau artistique, que ce soit en lettres ou en musique, Mhm. que si j'avais fait des études dans ce niveau-là. Mais peut-être que ça me C'est suffisait sûr. aussi. Ouais. Mais bon, c'était un peu naïf de penser qu'on pouvait avancer dans les deux. Mais c'est à sa manière. Après, On fait l'équilibre dans la vie qu'on trouve. ouais, et puis après, rien ne t'empêche plus tard si ça t'intéresse toujours et que t'en as marre de ton métier actuel, hop, bah, tu peux reprendre des études ou rebifurquer vers le côté un peu plus littéraire. Oui, ça, Voilà. j'en ai déjà parlé à ma femme un jour de partir en université de musique. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, ouf, peut-être pas, parce que si je perdais mon salaire, on a- Il y a, la vie et la réalité de la vie est quand même qu'on travaille aussi pour la vie en général. Mais je n'ai pas de regret là-dessus. C'est plus, je regarde en arrière, je me dis, ah oui, j'ai fait des choix sans me rendre compte à quel point j'avais fait des choix, peut-être. ah oui, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est installé avec une famille, un boulot et un revenu régulier, c'est difficile après de changer de vie, mais c'est possible. C'est possible. Mais bon. C'est possible. Ah bon. Bref. Et donc, école d'ingé, donc se passe plutôt bien. Ouais, T'as l'air d'avoir kiffé et tout. ouais, parce que avec les gens qui étaient là, c'était beaucoup les gens qui étaient là, je Ouais. pense, qui donnaient du sens à ça. Humainement, t'as... Ouais, j'ai des amis que j'ai gardés de là 10 ans après. Ça reste des amis très 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 proches, même si je suis très loin maintenant, mais c'est ça. Et donc après, justement, cette école d'ingé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc pendant l'école d'ingé, je me pose des questions parce que c'est très intéressant l'aéronautique, mais je trouve qu'il y a trop d'aéronautique. C'est une école vraiment en aéronautique. Et là, je me dis, oh là là, je vais aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et je pars en année de césure. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais à l'époque, ça se faisait tout le temps. C'est-à-dire qu'entre la deuxième et la troisième année, on partait. Et Mhm. pour donner une échelle, je pense que ma promo d'origine, on était 125. Et je pense qu'il y en a seulement 10 qui sont passés directement de la deuxième à la troisième année. Mhm. Tout le Ok. monde est parti ailleurs, à Ouais. l'étranger, en stage. Bon, bref, moi, je suis partie 6 mois, non, 4 mois travailler dans l'automobile Ok. pour voir ce qu'on pouvait faire comme méca ailleurs. C'était Ok. super intéressant. Je démontais des moteurs de voiture. C'était super Donc t'étais resté intéressant. côté méca que tu Ouais, voulais vraiment. explorer. Et en deuxième partie de cette césure, j'ai fait 6 mois en Écosse. Je suis partie en Erasmus, regarder un peu du côté conception, design, ce genre de choses-là. Ok. Euh, et ce qui est drôle, c'est que c'était très intéressant, mais ça m'a surtout convaincu que c'était super de vivre à l'étranger, que c'était vraiment très intéressant. Et c'est ça qui m'a fait repartir ensuite à l'étranger. Ok. Et donc voilà, donc je suis revenue de là en troisième année. Et c'est très intéressant cette troisième année, justement, quand tout le monde revient après avoir vécu plein de choses différentes. Il y Mhm. avait une telle qui avait décidé d'écrire un roman, il y avait quelqu'un qui était parti faire genre des choses du vélo, il y avait des gens qui avaient fait des stages, mais des stages très longs de 10 mois, donc ils avaient, enfin, moi, on était très mûris, je pense, par ça, Mhm. c'était très intéressant. Et moi, j'ai fait un master recherche en même temps que ma dernière année Ok. parce que je voulais faire un doctorat. Donc à ce moment-là, je pense que j'ai décidé que je voulais faire un doctorat. Je sais pas quand est-ce que j'ai décidé ça, mais là aussi, je voulais depuis longtemps faire de la recherche, être professeur-chercheur, etc. Ok. Donc
c'était logique. Et donc là, j'ai commencé, ma dernière année, je l'ai passée à aller frapper aux portes des labos de structure, donc de Mhm. mécanique, pour leur dire, OK, avez-vous un doctorat pour moi, s'il vous plaît? Ok. Euh, et j'avais décidé la mécanique parce que ma première année, je me rappelle d'un cours où tout d'un coup j'ai découvert un truc qui s'appelle la mécanique des milieux continus et c'est une approche de la mécanique. Et là il y avait plein de maths partout et je me suis dit oh waouh c'est super cool. Et c'est les deux en même temps, c'est super intéressant physiquement et c'est super intéressant mathématiquement. C'est là que je veux aller et ça m'a suivi ensuite par la suite. Donc bon, voilà, c'est un peu ça qui m'a décidé. Ensuite, j'ai décidé de partir dans ce qu'on appelait les structures, la mécanique, les vibrations. Et je suis partie faire une thèse sur les vibrations. Mais avant ça, j'ai fait mon stage de fin d'études. Mon stage de fin d'études était un genre un peu de quadrature du cercle, c'est-à-dire que je voulais à la fois valider mon master recherche, donc il fallait que ce soit de la recherche. Mhm. Je voulais valider mon diplôme d'ingénieur, donc il fallait que ce soit appliqué et préférentiellement à l'industrie. Mhm. Et j'avais une double spécialisation en structure et dans les moteurs d'avion. Et j'ai trouvé un Ok. laboratoire qui faisait des structures de moteurs d'avion à Montréal et qui faisait de l'application en fait de recherche pour l'industrie. Donc c'était super. Donc je suis Parfait. allée faire mon stage là-bas pendant 4 mois là et à Montréal et 2 mois en Belgique chez l'industriel en question. Ok. Le stage était intéressant, ça s'est pas super bien passé parce que c'était difficile humainement avec les gens avec qui je travaillais. Ok. Ça s'est très bien passé sur la fin. Là, je me suis super bien entendue avec les gens de l'industrie avec qui j'ai travaillé, mais bon, bah, tu travailles un peu isolé, tu es sur tes propres trucs. Pendant un stage, j'étais un peu seule sur mes questionnements et j'étais Mhm. directement avec un encadrant qui d'ailleurs, je pense, ne travaille plus du tout là. Je veux dire, c'est pas. Ok. Et on avait un peu une incompatibilité de caractère et ça a été un peu D'accord. bizarre. Mais bon, c'est pas très grave. Ça, j'en regarde un souvenir quand même que c'était très, très intéressant. Ça t'a pas dégoûté Pas du tout. de la Non, c'était matière, super quoi. intéressant. Non, voilà, Ok. c'était super intéressant et voilà. Donc j'étais à Montréal et là Mhm. je me suis dit bon ben je vais faire mon doctorat en France et puis je vais revenir m'installer en France et ce sera fini les bêtises de vivre à l'étranger. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui 9 ans plus tard je suis mariée et j'ai un enfant donc c'était pas ça a un petit peu bouleversé mes plans à ce moment-là. On ne prévoit On ne pas. prévoit pas la vie. Exactement. C'est ça. Donc tu as rencontré donc Geneviève et Oui, qu'on peut faire un teaser car Geneviève est également scientifique et elle sera l'objet entre guillemets du prochain épisode de, super. Oui. du podcast et qui elle est dans un tout autre domaine donc on vous laisse la surprise pour dans 2 semaines. Mais tu l'as rencontré donc pendant ton stage à Montréal, c'est ça? Oui, c'est ça. On avait des Ok. amis communs. On s'est retrouvés à une soirée. On s'est rencontrés complètement par accident, mais on a énormément parlé. Je revenais, j'avais vécu en Écosse, j'avais adoré vivre à l'étranger. Il y avait toute cette question un peu culturelle. Elle venait de Mhm. travailler aux États-Unis et il y avait eu tout ce choc culturel aussi. Ouais. On était dans la recherche. Elle était en maîtrise recherche, ce qui est une sorte de mini doctorat au Canada. Et moi, Mhm. je m'en allais bientôt faire mon doctorat, donc c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Je pense que le fait qu'on soit scientifique a quand même joué aussi beaucoup dans notre connexion. Ok. Et donc, je suis repartie malgré tout en France pendant 3 ans après. Donc, Ok. voilà, c'était Ah ouais, donc vous avez gardé la relation à distance pendant 3 ans. exactement. Ok. Et donc ton doctorat, où est-ce que tu le trouves? Comment tu le trouves? Alors, comme je disais, pendant mon master, pendant en fait ma dernière année et mon master recherche, je frappais un peu aux portes des différents labos. Mhm. Donc, tous les labos de super-héros étaient au courant que je me cherchais un doctorat. Puis, je regardais aussi les offres, etc. Mais, et je sais, un jour, je pense qu'il y a un prof que je connaissais pas du tout, en fait, un chercheur que je connaissais pas du tout, qui vient me voir et qui me dit, il paraît que tu cherches un doctorat. Et, euh, et c'était mon directeur de thèse. Je ne savais Ok. pas à ce moment-là, mais et c'est quelqu'un que j'aime énormément et qui a un contact très simple et très pas du tout flamboyant par rapport à beaucoup de chercheurs et de professeurs que j'ai rencontrés par la suite. Et donc c'était presque un peu bizarre. Il m'a amené dans son labo et il m'a juste montré un matériau sur lequel il travaillait. J'expliquerai un peu après. Il m'a dit bon bah on cherche quelque chose, ça peut être intéressant et c'était vraiment un genre de contraste entre un type très calme et en même temps qui montrait des choses dans le labo qui était super intéressé par toutes les petites démonstrations qu'il me faisait. Et c'était super intéressant et je me suis dit que ça serait vraiment cool de faire ce doctorat avec lui. Et pendant que j'étais en stage à Montréal, j'ai appris que j'avais eu le financement. Enfin, ils étaient en train d'appliquer sur un financement Mhm. public.
Ok. Et donc, il m'a dit, bon, je te donne la priorité si tu veux ce doctorat. Voilà. Cool. Donc, ça a été ça. Et ouais, c'était vraiment bien. C'était, comme je dis, je parle du financement parce que c'est un financement public, ce qui change beaucoup de choses par rapport au type de recherche qu'on fait souvent. Le financement change beaucoup et là, c'était une recherche complètement exploratoire. Ok, donc plus Euh, une recherche fondamentale sans application particulière derrière. Mais en fait, il y a des applications, il y avait une idée d'application à long terme, il y avait un peu le cadre de l'aéronautique toujours, là, Ok, c'est toujours à Super Héros, là, on s'entend que je suis restée à Toulouse pendant 10 ans, d'accord. finalement, après être venue juste 2 ans pour ma prépa. Et, mais c'était très très loin de l'application concrète, parce que quand on est dans l'aéronautique, après, il y a tout ce qui est certification et tout ça, on n'était pas du tout là-dedans. Mhm. Et d'une certaine manière, en gros, le point de départ, on m'a dit, bon, ben, il y a un doctorant qui a développé un matériau, donc une sorte de matière. On pense que ça serait intéressant pour les vibrations. C'est ça. Et voilà. Et à partir de là, débrouille-toi un petit peu pour essayer de trouver un fil conducteur vers où tu t'en vas. D'accord. Ayant ensuite travaillé en recherche, je sais que mes directeurs de thèse avaient une bonne vision de où est-ce qu'on s'en allait, mais ils ne me l'ont pas dit. D'accord. Et puis, ils m'ont laissé un peu explorer mon truc et tout, c'était super intéressant. Je pense qu'ils avaient une meilleure vision que ce que je le voyais à cette époque-là, mais puisque j'étais de l'autre côté du décor par la suite. Mais voilà. Et donc, je peux expliquer justement un peu le Ouais, sujet du ouais, je veux doctorat. bien. Je vais commencer par le titre qui fait un peu peur. Je vais expliquer pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Mais Vas-y, le fais-nous titre, peur. c'était Amortissement non linéaire des structures sandwich à matériaux d'âme en fibres enchevêtrées. Ok. Donc, j'ai travaillé sur l'âme des sandwichs. Sur l'âme des sandwichs. Ah bah voilà, tout de suite. Tout de suite, on comprend mieux. Non, donc, en aéronautique, en gros, on utilise des matériaux super légers parce que le Ok. but, c'est que ça vole. Et Logique. une des manières de faire des trucs légers, c'est au lieu de faire des matériaux pleins, en gros, on fait des matériaux creux et on fait Mhm. ça en superposant plusieurs couches de matériaux. Donc, et généralement, on va mettre euh, en gros, deux plaques rigides et entre les deux, on va mettre quelque chose de plus mou et de plus léger. Ok. Et donc, Un comme on peu a deux comme les trucs, cartons? exactement, comme les cartons Ikea, j'en avais un en démonstration dans mon bureau d'ailleurs, quand vous achetez du Ikea, souvent il y a des trucs c'est tout creux ou même les tables Ikea sont faites comme ça, c'est creux à l'intérieur et c'est juste le dessus et le dessous qui sont rigides. D'accord, ok. Moi je voyais quand on reçoit un paquet, tu sais, t'as le carton, juste le carton Ah oui, d'emballage. aussi oui. Quand tu regardes sur la tranche, tu vois en fait qu'il y a entre les deux Ouais, couches, t'as une petite ondulation en fait. ouais, tout à fait. Ouais, Donc c'est ça, c'est un c'est un type peu le de même ce genre de principe. choses. Tout à fait, Ok. c'est le même principe. On appelle ça des structures sandwich. En Ok. gros, les deux parties rigides, c'est le pain et puis la partie du centre, c'est le fromage, si tu veux. Ce qui semble logique. Ça fait Et sens c'est ça. maintenant. Et la partie centrale, donc si on veut le fromage du sandwich, on appelle ça l'âme du sandwich. Je Ok. travaillais là-dessus. Et l'âme sur laquelle je travaillais, c'était fait avec ça ressemblait à une genre de toile d'araignée un peu. C'était fait avec des fibres de carbone. Donc le carbone, on utilise beaucoup ça parce que c'est très très résistant en aéronautique. Mhm. Et c'est un matériau qui est complètement creux, complètement. Il y a plus d'air. Il y a. Mon Dieu, je me rappelle plus quelle était la propre, mais en gros, il y a plus que 90% d'air dans ce matériau-là. Puis on Ok. a des fibres. Et ces fibres-là, donc imaginez genre des brins de laine ou peu importe là, des fils. Et quand on déforme ce paquet de fils, les fibres frottent les unes contre les autres. Mhm. Ok. Puis quand on frotte deux choses l'une contre l'autre, ça dissipe de l'énergie. Ouais. Une bonne manière de le voir là, si tu frottes tes mains entre l'une contre l'autre, elles chauffent. Et Mhm. l'échauffement, c'est de l'énergie qui disparaît dans le monde extérieur. Bah, c'est un peu ce qui se passait. Bah, il n'y a pas de chaleur, mais ça frottait puis ça. Et donc ça faisait disparaître un peu d'énergie et on aime ça en aéronautique parce que ça veut dire que si j'ai de la vibration, mettons, j'ai des pales d'hélicoptères qui tournent ou bon, plein de choses qui se passent en aéronautique qui font Mhm. vibrer tous les panneaux, Mhm. bah, si j'ai ce matériau-là à l'intérieur ou un bon matériau qui dissipe l'énergie, qui fait disparaître une partie de l'énergie, bah, ça vibre moins. Et si ça vibre Ok. moins, bah, ça fait moins de bruit en cabine et donc ça dérange moins les gens. Ok. Donc c'était ça un peu le principe. Et donc c'est ça. Donc je travaillais sur ce matériau-là et je travaillais un peu par tous les axes possibles, c'est-à-dire que je le fabriquais moi-même.
C'était un matériau qui était encore fabriqué en labo, donc Ok. on mélangeait les fibres, en fait on coupait les fibres, on les mélangeait, on mettait un genre de colle, enfin de la résine époxy dessus, donc c'est un genre de colle qu'on pulvérisait avec un petit pistolet. Ok. Et après ça, on le mettait en forme et puis on le cuisait pendant un certain nombre d'heures et tout ça, donc c'était super. Je faisais le matériau moi-même. Un peu système D, quoi. Enfin, Oui, tout à fait. C'était vraiment purement. C'est pour ça que je dis qu'on est très 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 loin de l'application aéronautique où il y a beaucoup d'exigences. Là, on n'est pas du tout dans ce genre d'exigences-là. Mhm. Et puis, donc c'est ça. Donc, moi, je le fabriquais, je le testais. Mais il fallait créer les bancs d'essai qu'on testait parce que c'était pas des choses standards. Mhm. Puis après, on partait de petits morceaux, puis on allait vers des plus gros morceaux avec justement une plaque de chaque côté pour essayer de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mhm. Puis à partir des mesures que je faisais, je développais les modèles mathématiques qui décrivaient ce qui se passait. Et ensuite, Ok. je programmais informatiquement les équations mathématiques pour voir si ça se comportait comme ce qu'on mesurait. Ok. Ah oui, donc là, t'as Ouais. déjà une notion de programmation que t'as appris pour cette thèse ou que t'avais déjà eu des notions avant dans tes stages ou à l'école? Non, en fait, ça s'est un peu perdu, je pense, dans ce que je racontais. Mais en gros, quand j'étais en prépa, j'avais une option informatique déjà. Donc, Ok, à 17 ans, d'accord. j'ai commencé à coder. Quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait une option informatique un peu par accident. C'était pas ça que je voulais faire, mais il se trouve que personne voulait le faire et je l'avais mis genre en deuxième position dans mes choix. Donc, on m'a envoyé là. C'était très intéressant. C'était pas ça que j'avais prévu, mais c'était intéressant. À Super même, dans le programme un peu central, enfin, La base hors du... option, la base, Ouais. enfin, ouais, le Tronc tronc commun. commun, c'est ça qu'ils appelaient, ouais, c'est ça. Il y avait pas mal de programmation. On avait Ok, d'accord. programmé Donc pas t'as mal de déjà... choses. Et mon stage de fin d'études, c'était quand je parlais de transfert, en gros, d'un labo, le labo de Montréal, à une industrie qui était en Belgique. Mhm. C'était en fait traduire un code informatique de labo pour le rendre utilisable dans une industrie. Donc je Ok, faisais déjà la programmation informatique à ok, ce moment-là. d'accord. Mais dans ma thèse, c'était devenu vraiment secondaire, dans le sens que je codais plus dans l'idée que je voulais voir ce que donnaient mes équations, mais je réfléchissais pas nécessairement à il faut que le programme tourne vite, il faut que le programme tourne bien. On apprenait parfois des heures pour probablement rien. Rétrospectivement, je sais pas Mhm. si c'était très efficace mon truc, mais ça n'avait aucune importance parce que ça tournait et puis moi je réfléchissais plus aux équations et tout ça, donc c'était plus une illustration. Ok. Et c'était super intéressant. Et d'ailleurs, on en revient à ce qu'on dit depuis le début, mais ma directrice de thèse m'a avoué à la fin que j'avais un directeur et une directrice, que Mhm. c'était parti beaucoup plus vers les maths appliquées que ce qu'elle avait imaginé initialement, mais que c'était ça, une thèse, c'était le caractère De l'étudiant l'étudiant? Ben oui. qui faisait bouger. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais j'ai observé toutes sortes d'attitudes de professeurs face aux déviations des étudiants par la suite. Mhm. Et c'est ça. Mais donc, j'ai fait un peu dévier ça vers là. C'était ouais, vraiment intéressant. Et pendant ma thèse, ma copine étant toujours à Montréal, je suis partie Mhm. 6 mois faire un stage à Montréal. J'ai Ok. trouvé un autre labo, voilà où j'avais fait mon stage. Bon, ça avait l'air sympa. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. J'ai contacté une prof qui s'est avérée une prof super passionnante, vraiment, vraiment cool. Et je suis allée faire 6 mois de recherche avec elle pendant ma thèse. Super Ok. intéressant. Et à la fin de mes 6 mois, je lui ai dit, bon, écoute, je t'ai dit que je venais pour la recherche. En fait, j'ai quelqu'un ici et ça serait bien que je monte un postdoc avec toi pour rester ici. Et Ah, on a monté un postdoc ensemble pour que je reste à Montréal et c'était t'avais super. ta petite idée derrière la tête. Oui, c'était un bon plan, on a bien fait ça. Et c'était super. En fait, je l'aurais pas fait si je m'étais pas entendue avec nécessairement, dans le sens que c'était aussi un bon test. Travailler 6 mois avec quelqu'un avant de s'engager Ouais, pour 2 ans, c'est une c'est chance toujours qu'on pas n'a pas mal. toujours. Et donc, je suis revenue faire mon postdoc par la suite avec elle. Donc, c'est Ok. ça. Donc, ma thèse, c'est à peu près ça. Ça a été vraiment super et j'ai eu vraiment des super directeurs de thèse. Donc, c'est quand même une Ok. chance et ça change beaucoup de choses. Ouais. Une Non, thèse. c'est vrai que S'entendre ça, avec ses directeurs de thèse, c'est précieux. ouais, surtout que c'est pour 3 ans, que c'est un sujet qui est vraiment personnel en fait pour Oui, l'étudiant et que t'es en général super investi et que si tu t'entends mal avec les directeurs de thèse, enfin ce qui arrive un peu plus souvent que ce on voudrait. qu'on voudrait. Enfin c'est quand même c'est quand même super de pouvoir s'entendre. Qui t'ait laissé en fait cette liberté justement d'orienter ton sujet de thèse un peu comme tu le voulais, car s'ils avaient pas prévu que ça parte dans des maths appliquées comme tu l'as fait, c'est qu'ils t'ont laissé en fait au final la direction un petit peu le choix d'orienter ta thèse comme ça.
Ouais, il me laissait là. Je pense que mon directeur de thèse avait peut-être plus l'idée que ça irait vers là que ma directrice de thèse, mais oui, enfin, ils me laissaient vraiment apporter mes idées. Euh, C'était super intéressant. Puis je me rappelle que sur le moment, j'avais trouvé ça frustrant initialement, et je me rends compte à quel point c'était enrichissant, qui est que je me rendais compte qu'en fait, ils connaissaient pas la moitié des choses sur lesquelles je travaillais, Mhm. ce qui est en fait normal, mais ce qui était un peu déstabilisant parce qu'il y avait d'autres labos où je me rendais compte que les étudiants, ils travaillaient un peu sur les mêmes sujets de manière récurrente, puis les Mhm. profs étaient très experts là-dedans. Moi, je pense que mes directeurs de thèse étaient plus exploratoires. Ils étaient prêts à Mhm. partir sur des choses où aucun des deux n'avait expertise. Ma directrice de thèse était très matériaux, c'était elle qui avait lancé ce matériau-là. Mon Mhm. directeur de thèse était très structure, les vibrations. Ok. Aucun des deux ne connaissait le sujet de l'autre. Et la partie sandwich, aucun des deux connaissait ça vraiment bien. Donc c'était toute une découverte pour tout le monde et c'était vraiment, vraiment intéressant. Ouais, c'est cool ça. Et donc, la transition vers le postdoc est toute trouvée. Exactement. Je soutiens ma thèse en France par un drôle de coïncidence mon rêve de grève des avions, etc. Je me retrouve avec celle qui allait devenir ma prof de postdoc comme directrice de jury de thèse. Donc ça a fait une Ok. bonne transition aussi. C'était super. Mhm. Elle a donné, c'est une Canadienne euh, et elle a donné une coloration vraiment spéciale à ma soutenance qui était pas très. Les Français sont beaucoup plus formels et elle était beaucoup moins formelle et beaucoup plus enthousiaste. Et c'était Ok. vraiment fort sympathique comme transition justement vers. Voilà. Et après, je suis partie en postdoc. Et ça a été vraiment difficile. Ah. La thèse, c'est difficile parce que t'es face à toi-même, etc. Et je pense que quand tu arrives à la fin, moi j'arrivais à la fin de ma thèse en me disant, bon, bah, le difficile, ce qui est difficile est passé. Mhm. Et maintenant, je comprends ce que je fais. Mais j'ai aussi choisi de faire un postdoc sur un sujet où je connaissais strictement rien. Donc voilà, Ok. c'était mon choix. Je suis C'est partie quoi le dans un autre sujet? labo. Je suis partie en acoustique. Ok. Ça a l'air très proche parce que c'est lié aux vibrations, mais j'y connaissais strictement rien. Et je sais pas comment dire, j'ai vraiment dû tout apprendre sur le Mhm. terrain. Et il se trouve que la prof qui m'encadrait à ce moment-là est partie en France en année sabbatique. Les profs au Canada partent en année sabbatique tous les 7 ou 8 ans. On Ok. appelle ça une année sabbatique, mais c'est pas une année sabbatique où ils travaillent pas, c'est une année où ils travaillent ailleurs. Donc Oui. Ok. ils sont un peu à disposition en fait et ils partent. Voilà. Ok. Cette prof est d'ailleurs partie travailler avec mon ancien directeur de thèse parce que j'avais créé une genre de collaboration entre les deux labos. Super. Et ils s'étaient super bien entendus, ils se sont mis à travailler ensemble. C'était très cool. Deux personnes que j'aime beaucoup qui travaillent encore ensemble maintenant. Trop bien. Et je me suis retrouvée toute seule. Et c'était un projet avec une entreprise qui n'avait jamais fait de recherche sur un sujet que je ne connaissais pas sans la prof qui m'a encadré. Et Ouais. ça a été toute une expérience très enrichissante après coup, mais un peu désespérante sur le moment, je dois dire quand même. Petit moment de solitude. Petit moment de solitude de OK, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et que j'arrive dans ce labo où il y a presque personne et où je travaille pour des gens qui ne savent pas nécessairement ce que je fais et où moi-même j'ai aucune idée de ce que je fais, tu vois, et en fait, c'est tout à fait normal dans le sens que quand tu commences un nouveau sujet, tu passes toujours énormément de temps à comprendre ce Mhm. sur quoi tu vas travailler. Mais tu as peut-être besoin de quelqu'un qui te dit, mais non, c'est bien, tu es en train de travailler et d'avancer. Mhm. Et quand tu es seul, tu te dis, oh mon Dieu, je suis complètement perdu. Et Ouais. il s'avère qu'en fait, pas tant, parce que ça s'est super bien passé. Au bout de 2 ans, en fait, le projet était sur 2 ans. Je m'entendais très très bien avec cet industriel. Les gens avec qui je travaillais, ils étaient contents. J'ai découvert plein de choses que je connaissais pas. Mhm. Mais le début a été un peu dur. Et ce qui était super intéressant, c'est que je me suis retrouvée à avoir plein de responsabilités que j'avais pas avant, au fur et à mesure de ce postdoc. Ok. Et ça, c'est vraiment dans la catégorie des choses qu'on découvre, enfin, où je trouve que on peut jamais prévoir qu'est-ce qu'on va découvrir. Je me rappelle qu'en thèse, quand je voyais les profs qui encadraient, bon, encadrer les étudiants, je pensais bien que ça m'intéresserait, mais Mhm. qui demandaient des financements, qui finalement ils faisaient jamais de recherche, ils étaient jamais en train de faire de la recherche eux-mêmes. Ouais. Et moi, je me disais, mais c'est l'horreur, enfin, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mhm. Et je me suis retrouvée à commencer mon postdoc, et à faire des demandes de financement, et à faire de la planification, et à gérer aussi du risque, dans le sens que j'ai eu un étudiant que j'encadrais qui a démissionné, Mhm. parce que, parce que bon, il faisait une maîtrise, finalement, il a décidé de fonder son entreprise et il est parti. Et Ok. on s'est quitté en bon terme, mais ça fait un gros changement dans un projet. Mhm. Donc, grosse gestion de projet. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça difficile aussi, la partie d'émission. C'était difficile, mais parce que je m'étais attachée à cet étudiant. Mhm. C'était le premier étudiant que j'ai encadré. Bah oui. Je voulais qu'il réussisse sa maîtrise. Bon. Et donc, ça a été vraiment un apprentissage super intéressant que, en fait, il y a plein d'autres aspects dans la recherche qui étaient intéressants. Ok. Puis j'ai enseigné aussi l'acoustique.
Donc, un an après avoir commencé un postdoc où je comprenais absolument rien à ça, j'étais en fait l'enseignante du cours d'acoustique, donc c'était super intéressant aussi. Et donc, ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, pendant que je étais dans mon postdoc, un autre prof est arrivé dans l'équipe qui faisait partie du labo où j'avais fait mon stage à la fin de l'école d'ingénieur. Et qui m'a dit, hey, tu te rappelles de moi? Je suis un nouveau prof et j'ai besoin d'un associé de recherche. Et mon ancienne prof avec qui je faisais mon postdoc me dit, hey, moi aussi j'ai toujours besoin d'un associé de recherche, mais en même temps, aucun de nous ne peut payer un associé de recherche à temps plein. Ouais. On te prend chacun mi-temps. Et hop, c'est comme ça que je me suis engouffrée dans l'opportunité suivante. Toute ma vie est faite de choses qui s'enchaînent comme ça. Et en même temps, ça se passe souvent comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. On fait jamais des choix. Il n'y a pas jamais un moment où vraiment qui est le point tournant où on se dit là, tout a changé. Vraiment, les choses s'en viennent naturellement. Donc c'est ça. J'ai commencé à travailler avec ce prof. J'ai travaillé avec la prof avec qui j'avais fait mon postdoc. Là, je suis revenue dans les moteurs d'avion. Et pendant 3 ans, j'ai été associée de recherche. Donc j'ai continué à faire de la recherche un peu moi-même, je veux dire, dans le sens vraiment. Ton projet? Programmer des choses. Ben, mon projet avait disparu, mais je travaillais sur les projets des profs, si tu veux. On avait des partenaires industriels, je travaillais pour les partenaires industriels, j'encadrais les étudiants, j'écrivais des articles plus ou moins. Et c'est ça. Et l'année dernière, je suis arrivée, ça faisait 5 ans que je travaillais dans ce labo avec les 2 profs, donc j'avais fait 2 ans de postdoc, 3 ans d'associé. Ça faisait 8 ans que j'avais commencé ma thèse. Je m'étais toujours dit que je deviendrais prof-chercheur et en même temps, je sentais le temps commencer à s'écouler et je me disais, mais c'est le moment où il faut essayer de devenir prof. Et au début, je me disais, mais j'ai pas le dossier pour ça, j'avais pas assez de publications, je me sentais pas assez bonne pour ça. Et un jour, j'ai commencé à publier plus et mon dossier a commencé à s'étoffer et je me suis rendu compte que j'étais encore plus angoissée parce que je me disais, si ça se trouve, ça peut marcher. Et finalement, c'est peut-être pas ce que je veux. Malgré des années et des années et des années à aller dans cette direction, je me suis dit, en fait, j'étais déjà arrivée là où je voulais aller, dans le sens qu'être associée de recherche, je faisais tout ce que je voulais faire. J'encadrais les étudiants, j'enseignais, je faisais de la recherche. C'était super. Et c'était complètement drainant. J'étais épuisée. J'étais au bout de ma vie, dans le sens que j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je veux dire, tu connais l'environnement de recherche, on est très sous pression. Quand même, ça dépend des labos, ça dépend des emplois, ça dépend de plein de choses, mais c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Et je regardais les 2 profs avec qui je travaillais, qui ont 2 manières de travailler qui ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre, et qui malgré tout avaient l'air de tous les 2 travailler 70 heures par semaine, comme à peu près tous les profs que j'avais autour de moi. Et qui avaient l'air très passionnés par ce qu'ils faisaient et qui avaient l'air, je veux dire, ils avaient l'air vraiment à leur place et j'essayais de m'imaginer à leur place, puis j'arrivais à imaginer ce que je ferais, par exemple, comment moi j'encadrerais les étudiants. Je sentais que j'avais pas le même style, j'aimais beaucoup, beaucoup faire ça et je me rendais compte que c'était juste que c'était beaucoup trop pour moi. C'était inimaginable pour moi de m'imaginer dans une carrière de prof parce que ça demandait de sacrifier tout ce qu'il y avait autour. Ces profs-là, j'avais l'impression, malgré le fait que je trouvais super intéressant ce qu'ils faisaient, ça laisse aucune place à la vie à côté, quoi. Pourtant, je veux dire, il y en a qui ont des enfants, des conjoints, conjointes, il y en a même qui ont des passions à l'extérieur, mais la plupart ont quand même l'air de mettre toute leur énergie vers ça. Et ça, pour moi, c'était quand même un peu dangereux. Je trouvais que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des choses à l'extérieur et je me disais, ça demande un investissement total. Et il y a aussi, puis tu n'es pas sans le savoir, celui que tu es en recherche aussi, mais il y a de moins en moins de postes de prof. C'est très, 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 très difficile de trouver un poste de prof. Même et au donc, Canada. Il faut absolument le vouloir, même au Canada. C'est très, très, très difficile. Donc, il faut le vouloir à 100%. Et puis, une fois, si tu l'as et que tu te rends compte que c'est pas pour toi, ben, c'est un peu tard parce que tout le monde veut ta place. Donc, tu peux pas juste dire, ah, finalement, je m'en vais. Non, tu as la chance incroyable d'avoir ce poste. Tu t'en vas pas. Je pense que personne s'en va d'un poste de ce genre-là. Il y a sûrement des gens qui le font, mais... Je pense que c'est faisable, c'est juste qu'effectivement, une fois que tu l'as, c'est compliqué effectivement de dire que j'ai eu un poste que des centaines de personnes ont voulu, c'est moi l'élu, et que c'est pas ma place, je peux pas dire non. Mais en même temps, si tu te sens pas à ta place, tu peux te dire ça fera une position pour des gens qui le veulent vraiment, plus que moi. Oui.
Mais ça a fait que moi, j'ai commencé vraiment à me poser la question, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça, tu Mhm. vois, finalement, c'est quelque chose qui est jamais vraiment arrivé avant, dans le sens que j'ai tout le temps, tout est venu toujours naturellement. En Ouais. gros, ça s'est enchaîné d'une fois sur l'autre, et à chaque fois, ça popait un peu. Je me dis, ah, finalement, ça m'intéresse. Et là, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, en fait, quand j'ai commencé à y réfléchir, là, il a fallu vraiment faire un examen de conscience, genre, c'est quoi la Ouais. suite? C'est pas évident, tu vois, tu te dis, bon, ben, où est-ce qu'on va? Puis je pense que c'est aussi un âge où, parce qu'on a à peu près, on a le même âge toutes les deux, je pense que c'est un âge aussi où tu te poses la question. Parce Tout à fait, que justement, t'as le côté vie professionnelle, vie personnelle. tout à fait. Quelle importance tu veux donner à chacun. T'as aussi vu, tu te dis, t'as quand même pas mal vu les différents types de métiers, t'as vu différents types de fonctionnement, t'as vu différents domaines, et tu te dis, bon, ben là, au final, j'ai le choix. Mhm. Mais le choix est plus large que ce que je pensais, et c'est vrai que la question est un peu des fois elle tombe un peu dessus comme ça, et c'est pas Tout évident. à fait. C'est intéressant que tu dises le choix il est plus large que ce que tu pensais parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue Ouais. Mhm. et il se trouve qu'autour de moi en fait notamment dans ma chorale il y avait quelqu'un qui faisait à peu près le même parcours. J'ai vu plusieurs personnes tout d'un coup arriver à la fin de postdoc ou d'associé de recherche et tout d'un coup se dire OK mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais pas? Mhm. Et c'est très difficile d'envisager qu'il y a un monde en dehors de l'académique quand tu es dans l'académique. Ouais. C'est vraiment il y a un je comparais ça quand j'essayais d'expliquer pourquoi je luttais complètement, parce qu'il y avait des gens autour de moi qui disaient, mais c'est juste un travail, enfin, change de travail, ça va bien se passer, Mhm. ton dossier est bon. Enfin. Et je pense que quand on entre en recherche, beaucoup de gens vivent ça quasiment comme rentrer dans les ordres. Je sais que c'est un peu fort comme image, mais t'y crois. Tu as une foi aussi dans le fait que tu vas essayer de changer le monde par la recherche. Tu es dans le service public, tu es en train d'aider les étudiants, ça a du sens. Et tu te dis, est-ce que je trahis cet idéal-là en m'en allant? Ok, ah oui, Que ok. je renonce Je à vois un ce que tu veux rêve dire. Ouais. de changer le monde, tu vois. Bon, ça a l'air extrême. S'il y a des gens qui écoutent qui ont pas du tout qui n'ont jamais été dans le monde académique, ça a l'air un peu extrême, mais beaucoup de gens à qui j'ai parlé ont vécu ça au moment de réfléchir à OK, est-ce que je m'en vais, Mhm. est-ce que je m'en vais pas. Il y avait beaucoup de choses qui me posaient problème dans la recherche aussi. Mhm. Au Canada, je pense que c'est un peu pareil aux États-Unis. Je sais que c'est un peu différent en France, mais il y a aussi une extrême personnalisation de la recherche dans le sens où c'est un prof individuel qui a son propre labo. Mhm. Tout est à son nom. C'est Ouais. lui ou elle qui porte le truc. Ouais. Et ça veut dire aussi que c'est une relation vraiment un à un avec chaque étudiant. Donc, il peut y avoir vraiment des incompatibilités totales entre un étudiant et un prof. Mhm. Et donc, autant je me disais, ah, moi, j'aimerais être prof pour faire ceci, cela. Je me disais, mais je serais peut-être pas mieux qu'eux. Je sais pas comment dire. On se dit, bon, mais qu'est-ce que j'apporterais à l'intérieur de l'édifice? Mhm. Bref, il y avait aussi toute la pression pour publier, tout le Ouais. fait. J'avais l'impression que finalement, d'un idéal de ah, on peut chercher plein de choses, cet idéal se refermait un peu, aussi parce que j'ai fait des recherches dans plein de domaines et qu'on commençait à me faire sentir que j'avais un petit peu trop changé de domaine et que c'était peut-être pas très clair mon orientation Ah ouais. de Ok. recherche. Plus à mi-mot, dans le sens que je pense pas que je sais pas si ça m'aurait nu ou pas, mais je sentais que les gens commençaient à se dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas postuler à des postes de prof? Plus Mhm. des petites allusions un peu agréables au fait que maintenant il y a un peu des quotas pour avoir des profs de femmes et que des profs femmes et que finalement je devrais appliquer à cause de ça. Ah, que t'aurais plus de Des gens un peu chances. aigris qui te disent que tu aurais des chances. Ouais. Ok. Je suis pour le fait de D'avoir les force, quotas. enfin de pousser le fait d'embaucher des profs femmes. Je n'aime pas du tout la réaction des Ouais. gens qui sont fâchés contre ça. J'ai un peu porté ça. Bref, enfin là je jette un peu tout ça, mais ça a été tellement de réflexion. Hein. Mhm. Et j'ai réfléchi tellement et mon poste actuel m'est un peu tombé dessus. En fait, je pense qu'à un moment, j'ai regardé cette entreprise. Là, je me disais, ah bon, mon profil marche bien avec eux. J'ai un profil d'ingénieur. En même temps, j'ai travaillé dans pas mal de domaines qui sont connexes à ce qu'ils ont fait. J'avais jamais fait de thermique de toute ma vie. Ouais. J'avais pas programmé dans leur langage de programmation. Enfin, certains oui, certains non. Mhm. Bon, je suis allée faire une première entrevue avec eux, puis j'en ai fait une deuxième un peu plus tard. Et Et je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, je vais vraiment bien me sentir dans cette entreprise. Il y a vraiment eu un moment où je me suis dit, ça va être. Ils étaient très accueillants Ok. et ça a vraiment, ça a l'air bizarre comme critère, mais je me rappelle qu'il y avait quelqu'un à l'entrevue qui m'a dit, ah mais tu sais, nous on est tous
C'était juste des hommes, et je le précise parce que ça a souvent l'air d'être juste une question de femmes, et nous m'ont dit, on a tous des enfants, puis c'est super important pour nous d'avoir du temps pour la famille, un équilibre entre la famille et la vie extérieure. Ils avaient tous un doctorat, un post-doctorat, ils avaient tous été en recherche et ils étaient tous partis dans cette entreprise. Et ils étaient tous là depuis genre 10-15 ans, genre tous les gens qui me passaient l'entrevue. Je me suis dit, oh là là, ça c'est quand même un bon signe, c'est-à-dire des gens qui étaient très passionnés par la recherche sont là, me disent que pour eux c'est important, l'équilibre, tu vois, ce fameux équilibre famille-travail. Je me suis dit, ok, j'ai aucune idée si le boulot va m'intéresser, mais c'est le moment de prendre la porte de sortie et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, t'as favorisé l'environnement de travail au final, Tout à fait. à la thématique pure et dure, et c'est ce qui te correspondait à ce moment-là, quoi. Tout à fait. Ok. Et je me suis vraiment demandé après si c'était une bonne idée. En arrivant dedans, je me suis dit, ok, au pire, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, au pire, ça fait une ligne sur mon CV de programmation. Ça faisait un moment que je me disais, finalement, je pourrais faire de la programmation. Et en Mhm. fait, j'ai commencé ce travail, ce que je te racontais au début, le débugage. Et Ouais. je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment beaucoup et que les collègues étaient, non seulement, donc l'environnement était sympathique, Ouais. mais je sais pas comment dire ça autrement, mais ils étaient super intelligents. Genre, c'était vraiment comme, et il y a des gens intelligents absolument partout, mais il y a plein de manières de penser de Mhm. plein de gens. Et je trouve ça agréable au travail d'avoir des gens qui pensent un peu comme moi de temps en temps. Et évidemment, Mhm. c'est super intéressant d'avoir des gens qui pensent différemment, mais justement des gens qui passent en équation et qui ils ont des tableaux blancs et t'écrivent des équations et te disent tout ça. Ah, c'était super. Je pensais pas qu'il y avait ça à l'extérieur. Et en fait, je me rends compte que j'ai dit intelligent et je veux vraiment corriger ça dans le sens que, encore une fois, il y a mille manières d'être intelligent et d'être brillant et tout ça. Mais c'était des gens qui étaient matheux et qui avaient Oui, cette qui avait la même forme-là, logique que toi, quoi. la même logique, la même. Et j'étais comme, ah, waouh, super intéressant. Après, je vais juste nuancer en disant c'est un boulot. Et je veux dire, il y a des jours qui sont décourageants, comme dans n'importe quel boulot où ça Mhm. avance pas et où je suis bloquée à la même ligne du code pendant une journée où je me dis, oh, pourquoi? Mais ça reste que c'était vraiment un bon choix, je pense. Et la partie drôle de la chose, c'est que j'ai choisi de quitter mon travail, j'ai choisi ce nouveau travail. Mhm. Et après avoir annoncé ma démission et avoir accepté l'emploi, j'ai appris que j'étais enceinte et que et j'ai dû commencer le travail en sachant que j'étais enceinte et j'ai annoncé 1 mois et demi après que je partais en congé parental 6 mois plus tard. Et ça, c'est le meilleur test de l'entreprise que tu peux faire. Ce sont des choses qui arrivent, effectivement. Exactement. Et je le précise parce que pour les femmes, c'est quand même une question qui se pose. Et pour moi, c'était une question qui se posait aussi de se dire, est-ce que je peux vraiment partir d'un travail? Est-ce que je peux commencer un travail en sachant pas? Je savais que je voulais fonder une famille, Mhm. etc. Ça donne que tout est arrivé en même temps. C'était pas comme ça que les choses étaient planifiées. Tout est arrivé en même temps. Et puis, ils ont super bien réagi. Ils ont Ouais. été super compréhensifs. Ils ont été super contents. Tout le monde était super content. Ils ont tous des enfants. Ils sont tous ravis. Et c'était vraiment bien. Et voilà, c'est pas très scientifique comme aspect, mais c'est un aspect hyper important, je pense, de la vie de scientifique aussi, de dire qu'on se laisse la place d'avoir une vie de famille aussi à l'extérieur. Mais complètement, surtout qu'en fait, c'est vrai que les scientifiques, surtout ceux, enfin, quand on est dans la recherche, je trouve qu'on a un peu cette image du grand public du scientifique un peu fou, passionné, qui dédie sa vie à ça, Mhm. et que au final non, enfin on peut être scientifique et favoriser sa vie de famille ou sa vie perso, ses hobbies, et leur donner autant d'importance qu'à son travail, quoi. C'est sans pour autant ne être toujours aussi passionné par ce qu'on fait. Donc c'est vraiment c'est un côté, je trouve, dont on parle pas assez. Puis surtout aussi, euh, quand on est une femme, on parle aussi le côté carrière et vie de famille, qui je Ouais, pense est une question qu'on se pose plus quand on est une femme et qu'on pose plus aux femmes qu'à un homme. Et c'est vrai que quand on est scientifique, comme tu dis, la construction de carrière est ultra importante. mhm. Euh, Tout à fait. Ce qui fait que c'est des choses qui peuvent poser problème et des questions qu'on se pose, quoi. Et donc le fait que ce soit une nouvelle qui a été accueillie en plus de manière très bienveillante, etc. C'est encore mieux, je trouve, ça rassure, quoi.
Oui, c'est ça, ça rassure parce que j'avoue que j'étais pas sereine quand j'ai dû annoncer ça, dans le Puis sens que surtout quand c'était. tu commences un travail, quoi. Oui, quand tu commences un travail, après, voilà, bon, après je me disais, bon, il faut que je leur prouve qu'ils ont bien fait de m'embaucher. Mhm. Mais bon, il se trouve que ça s'est super bien passé, j'ai bien travaillé, les choses ont bien avancé, et je pense qu'ils étaient contents de mon travail, ce qui a un peu aidé. Euh, mais comme tu dis, c'est sûr que quand on est une femme, on se fait souvent renvoyer cette question-là. Mhm. Je me la suis fait renvoyer plus ou moins explicitement aussi, même quand on parlait justement d'essayer de trouver un poste de prof. Et je me suis même fait dire au moins une fois qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à trouver de poste de prof, malgré les fameux, justement, les incitatifs, c'était que les femmes privilégiaient leur famille. Ce que j'avais Mhm. trouvé tellement décourageant comme remarque. Et Mhm. vraiment, parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que ça ramène les femmes à leur vie de famille, alors qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément envie d'avoir une vie de famille, un. Mhm. Et deux, c'est vraiment triste, il n'y a pas d'hommes qui veulent une vie de famille. Je sais très bien qu'il y a plein d'hommes qui veulent une vie de famille et à qui c'est bien de laisser cet espace-là aussi. Mhm. Donc, j'avais été vraiment ébranlée quand on m'avait dit ça. Je me suis dit, bon, ça, c'était, c'est pas très sympathique comme, ça me correspondait pas du tout. J'avais vraiment mis longtemps à processer cette information-là. Je me suis dit, bon, d'accord. Ouais. Et est-ce que, ben, justement, toi, avec ton expérience au Canada, qui a, euh, justement, on en parlait avant de commencer à enregistrer, qui a un congé parentalité complètement différent Mhm. de la France et qui favorise énormément, en fait, l'implication du deuxième conjoint. Est-ce que tu crois que justement ce côté où les pères au final prennent beaucoup plus de congés, enfin les pères et les deuxièmes conjoints en fait prennent plus de congés que en France, Mhm. font que ils se posent plus cette question-là Euh, entre vie professionnelle et vie personnelle. En fait, il se trouve que, donc, juste pour rappeler, donc c'est au Québec que c'est différent parce que le Canada, c'est une juridiction provinciale, donc c'est le Québec qui a sa propre loi qui est beaucoup plus gentille et plus permissive. Donc, les pères ou la conjointe, enfin, ont 5 semaines. La mère qui accouche a 3 mois et ensuite il y a 9 mois à se séparer. Il se trouve quand même qu'en pratique, dans presque tous les cas, la mère prend 1 an. Donc, malgré Hmm. tout, le différentiel reste énorme. Mais il y a Ok. quand même des personnes qui font des choix différents. Donc, on en parlait avant. Moi, j'ai choisi de prendre 6 mois et ma conjointe aussi, parce qu'on est toutes les deux des femmes pour qui la carrière est super importante et le bébé est super important. Donc, on voulait à la fois passer autant de temps que possible avec l'enfant, tout en Mhm. passant autant de temps, tout en étant le moins longtemps possible hors du travail. Je sais pas comment Mhm. dire. On voulait trouver un équilibre, Ah ouais. justement. Aucune des deux n'aurait pu en fait, n'aurait voulu, on aurait pu, mais on n'aurait pas voulu arrêter de travailler pendant 1 an complet, je Mhm. pense, parce qu'on était toutes les deux très passionnés par notre travail. Et en même temps, ça aurait été triste qu'il y en ait une qui reste juste 5 semaines ou même 2 mois ou comme ça. On voulait vraiment profiter de ça. C'est un choix Mhm. vraiment très personnel. La porte est vraiment ouverte à ça, mais je pense pas que les mœurs aient tant changé. Ok. Par contre, c'est mieux qu'en France, c'est certain, parce que les pères ont genre 2 semaines. Là, tu me disais que ça venait de passer, je pense que ça Ouais, passait là à ça 28 vient de jours. passer à 28 jours, ouais. Excellente nouvelle. Ouais. Et mais au Québec, c'est à peu près ça, 5 semaines, c'est un peu plus. Et j'ai quand même entendu des gens me dire qu'ils avaient repris le travail la semaine suivante. Enfin, je veux dire, ça, Ok. c'est quand même des choix individuels et la culture est pas complètement encore shiftée, même si quand même ce que j'ai entendu, c'est quand même qu'au Québec, les pères prennent toujours des congés, quasiment. Donc Ouais. au moins ils en prennent. C'est très très rare. Là, je disais, il y en a qui étaient là la semaine d'après, mais c'est une anecdote que j'avais entendue, mais c'est assez rare. Souvent, ils prennent un congé, ils vont quand même s'impliquer. Et c'est sûr que je pense que ça fait une différence dans le sens que ça a pour eux. Mhm. Euh, mais c'est pas encore complètement équilibré et le poids des enfants reste sur les femmes. Et les femmes donc prennent souvent 1 an. Mhm. Et honnêtement, quand on prend moins d'1 an, on se fait dire qu'on met l'enfant trop tôt à la crèche ou à la garderie. Ah ouais. Ce Ok. qui est bon, ce qui paraît très, très surprenant en France, mais ce qui est juste culturel ici. Et Mhm. donc, il y a quand même un poids sur les femmes. Petit jugement, quoi. Ouais, un jugement, mais même, je sais pas comment dire, aussi juste un poids pour elle-même pour se dire, ok, mais je veux le mieux pour mon enfant, et donc le mieux pour mon enfant, c'est de prendre 1 an. Et je pense que ça reflète ce qu'il y a dans beaucoup de cultures différentes, que, il faut être une bonne mère et ça peut passer par sacrifier sa carrière, qui est Mhm. peut-être moins importante que celle des autres. Ce qui est un peu dommage, je trouve, et j'espère que ça évolue. Je connais quand même plusieurs personnes qui ont fait des aménagements comme nous en prenant 6 mois. Mhm. Enfin, donc, il y a la place pour ça. J'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont l'apprendre parce que c'est quand même
c'est intéressant aussi d'avoir quand on a la chance d'avoir un métier qui nous intéresse, de pouvoir s'y consacrer aussi, tout en, je veux dire, en valorisant justement la famille, mais c'est tout l'équilibre qu'on essaie de trouver. Mais ça, c'est l'équilibre. Je trouve ça dommage que ce soit une question que les femmes s'interrogent plus par rapport aux hommes, mais bref. Et oui, donc toi qui es au Canada, donc là vous êtes deux mamans, donc ce qui est complètement légal là-bas. Comment que ça se passe pour vos deux carrières respectives, etc. Comment vous avez géré ça? Alors nous, c'est ça a toujours été un truc pour nous qui a été important. Et je pense qu'on est toutes les deux à la fois des femmes de carrière, scientifiques Mhm. et des femmes de famille. Donc ça veut dire qu'on fait des compromis entre famille et travail toutes les deux. Et ça a Mhm. toujours été on a toujours pris nos décisions en fonction de ça. Donc, Mhm. ça veut dire aussi, si je remonte, quand j'ai fini mon doctorat, on s'est aussi demandé si on s'installait en France ou au Québec. Ça a été une grosse discussion. Mhm. Et il se trouve que c'était plus facile pour moi avec mon doctorat d'aller travailler au Canada que pour elle avec sa maîtrise recherche québécoise qui n'était pas du tout reconnue Connu. en France, Mhm. d'aller travailler en France. Donc là, c'était vraiment une décision. Donc, c'est la famille, dans le sens le couple, il a fallu prendre une décision ensemble. Mhm. Le fait qu'on puisse avoir des enfants au Québec a joué évidemment dans le fait qu'on a pris une décision. Et on pouvait donc à la fois travailler et avoir des enfants au Québec, donc c'était beaucoup plus facile. Mhm. Et donc ça a été vraiment une décision. Je veux juste rajouter un truc là-dessus qui est que, contrairement à la France, je trouve, le Québec a une culture beaucoup plus de parcours très diversifié. Il se trouve que ma conjointe, on en parlera dans le prochain épisode, mais elle a un parcours assez éclaté avec beaucoup de choses très différentes. Et en France, ils auraient été complètement perdus. Et je pense elle aurait vraiment eu du mal à valoriser. Ici au Québec, disons que le fait d'avoir énormément d'expériences très différentes fait genre, oh waouh, t'es super complémentaire, tu peux faire plein de choses. Et en France, on craignait qu'on lui dise genre, mais vous avez jamais décidé ce que vous vouliez faire pour de vrai. Genre. Donc on Mhm. avait un petit peu, donc ça nous a aussi poussé vers le fait qu'on pouvait plus évoluer. Et je pensais aussi, je me suis rendu compte que c'était pas si vrai, mais que ça serait plus facile d'évoluer avec un doctorat au Québec qu'en Mhm. France, parce qu'on sait qu'en France, parfois, avoir un doctorat, ça empêche de sortir de l'académique. Ouais. Et c'était un peu, je trouvais ça trop risqué, donc je voulais, voilà. Et après, donc, une fois qu'on a décidé d'avoir un enfant, Mhm. euh, évidemment, quand on décide d'avoir un enfant, on n'a pas un enfant à ce moment-là, mais en tout cas, il s'est passé beaucoup de temps entre-temps. C'est sûr que les questions se sont posées d'un point de vue de la carrière. Mhm. Et c'est sûr que ça a aussi joué dans le fait que j'ai décidé de quitter le monde académique. Ok. Parce que, et pour le fait d'avoir un enfant, et juste pour le couple, parce que ce que j'ai beaucoup observé, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui ont un conjoint à la maison. Et Mhm. moi, c'est sûr que ma conjointe ne restera pas à la maison. Et j'ai aucune envie qu'elle reste à la maison, dans le sens qu'elle adore son travail, j'adore mon travail, je ne me sacrifierai pas mon travail pour elle et elle pour moi. Et on ne le sacrifiera pas pour l'enfant non plus. Et donc, c'était important de trouver un équilibre. Et donc, ça veut dire qu'on choisit aussi notre travail pour l'équilibre qu'il nous donne. Mhm. Et qu'ensuite, donc on prend nos décisions aussi beaucoup par rapport à ça, l'une par rapport à l'autre et par rapport à la famille. Donc c'est sûr que ça prend ça prend des grosses décisions, mais il se trouve qu'on a toutes les deux trouvé un travail qui respecte ça et qui nous donne un bon équilibre et un bon épanouissement intellectuel. Donc on se croise les doigts que ça continue, mais ça joue beaucoup d'être deux à prendre ces décisions, comme dans beaucoup de couples, je pense. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est tout à fait possible, quoi. C'est tout à fait possible. Et je rajouterais quand même un tout petit parenthèse qui est que le fait d'être deux femmes fait qu'on a un tout petit peu moins de d'a priori sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça permet probablement aussi de plus réfléchir à ce qu'on va faire. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'on doit faire par C'est-à-dire que rapport à peut-être quoi? que quand on a le poids de la société patriarcale sur soi, c'est plus difficile de se dire, mettons, est-ce qu'on aurait osé ne pas prendre un an de congé parental et 5 semaines si ça avait été un homme et une femme, par exemple. C'est beaucoup plus facile parce que de toute manière, il n'y a aucune des deux qui, par défaut, va prendre le un an. Donc, Mhm. bon, on aurait pu dire, bon, ben, celle qui a accouché prend le un an, mais en même temps, il n'y a pas de raison de faire ça. Donc, je pense que ça ouvre des possibilités aussi de réflexion et aussi sur le travail et sur l'importance que ça a pour nous. Donc, en tout cas, je pense que nous, ça nous a permis de réfléchir à ça différemment. Ouais. Non, mais je pense que c'est aussi un choix important aussi quand on choisit son travail et quand on fait ses choix, justement, de carrière, est-ce que je reste dans l'académique, est-ce que je vais dans le privé, etc. Enfin, je trouve que c'est pas
je pense que certains trouveront que ça peut être des mauvaises raisons entre guillemets ou quoi que ce soit, mais enfin tout dépend de l'importance qu'on donne en fait à chaque point quoi. Et vraiment ça c'est propre à chacun et c'est trop cool que vous ayez pu toutes les deux trouver votre équilibre là-dedans quoi. Ouais, on se compte très chanceuse là-dessus. Mais je continue à penser que les des humains plus heureux font des meilleurs scientifiques aussi. Donc, s'il y en a qui sont très heureux en étant 100% dans leur carrière, c'est super. Mais si on est contraint à faire qu'une seule chose, alors que c'est pas ça notre vocation dans la vie, je pense que ça nuit à la recherche aussi et à la science de Mhm. s'obliger à faire quelque chose qu'on ne tient pas à faire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On arrive en dernière petite question, parce qu'au final, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Donc on va essayer de... Hein Un peu bavarde peut-être. voilà, oh bref, on est toutes les deux, hein, je pense, coupables là-dessus. Est-ce que tu as des rôles modèles Est-ce que tu as eu des rôles modèles pendant ton parcours? Alors, j'ai réfléchi à ça et je pense que je dirais qu'il y a 3 personnes. Une personne vraiment de mon travail qui est la prof avec qui j'ai été en postdoc et j'ai été associée de recherche. C'est vraiment quelqu'un, une, énormément d'énergie, très communicative, Mhm. très passionnée par ce qu'elle fait et très justement sautant d'une idée à l'autre, je me reconnaissais beaucoup dans ce qu'elle faisait. Et je pense qu'elle se reconnaissait aussi dans ce que, on avait une bonne complicité quand je travaillais avec elle. Mhm. Et ouais, c'est ça, quelqu'un de vraiment très passionné, qui ne laisse pas sa place, qui a travaillé dans l'industrie avant de devenir prof, etc. Donc c'était vraiment un rôle modèle et je pense que ça a été difficile aussi de lui annoncer que je m'en allais de l'académique. Et en même temps, c'est la personne qui a le mieux réagi que Mhm. je m'en allais de l'académique et qui m'a dit, c'est génial, t'as trouvé un super poste, je suis contente pour la suite de ta carrière. Et ça n'en fait que plus quelqu'un pour moi d'intéressant. Mhm. Parce que elle était complètement ouverte au fait qu'on peut s'épanouir dans différents endroits. Et ça a été, comme je l'avais dit quand je parlais du postdoc, très difficile par moment de travailler avec, juste parce que la recherche, c'est difficile, mais ça reste quelqu'un qui a beaucoup influencé. Et ensuite, totalement cliché, là, mais mes 2 parents, ok, voilà, allons-y, qui sont pas des scientifiques et qui en même Ok. temps sont vraiment des scientifiques sans nécessairement ni avoir un métier scientifique, ni nécessairement se penser scientifique, mais ma mère qui est psychologue et qui est quelqu'un qui en fait non seulement a une pratique dans cabinet, hôpital psychiatrique, etc., mais qui fait énormément de recherches, qui est tout le temps en train de faire des conférences et pour questionner sur les choses et de faire des liens entre justement le terrain, la pratique, les gens qu'elle rencontre et la théorie, qu'est-ce que Lacan a écrit, qu'est-ce que Freud a écrit, etc. Ça, c'est super. Je me rends compte après le temps que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidé, faire le lien entre l'abstraction et la théorie très poussée et qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, Mhm. Et la ça, c'est une chose. psychologie, quand même, pour moi, c'est de la science, Oui, au tout à fait, final. mais je dis ça parce que elle se considérerait plus comme une praticienne, quelqu'un qui est dans la thérapie plutôt que dans la science. Mais je suis d'accord tout D'accord, à fait ok. que la psychologie est une science, mais je pense qu'il y a plusieurs manières de l'aborder, la psychologie, et je pense que sa manière de l'aborder à elle est plus d'un point de vue ouais, c'est ça, de la thérapie et du lien avec l'autre. Ok. Mais oui, tout à fait, c'est une science aussi. Et mon père qui fait de la réalisation audiovisuelle, donc vidéo, audio, etc. Donc c'est pas la science non plus, et Mhm. qui est quelqu'un de très très curieux de tout. Un genre de je sais tout, donc que j'ai fini par devenir en vieillissant, on devient un peu ses parents, et qui est très, il sait tout sur tout. Et quand je faisais mes études aéronautiques, je l'amenais à aller voir des moteurs d'avion et tout ça, et il était super intéressé. Il sait plein 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 de choses et c'est super. Je pense que ça m'a aidé enfin, ça m'a poussé sûrement à m'intéresser à des milliers de choses qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Mhm. Donc je pense que je l'aurais pas forcément dit à d'autres moments de ma vie, mais rendu maintenant, je Mhm. regarde en arrière et je me dis, ils ont quand même vraiment, ils ont vraiment formé ce que je suis devenue après coup. Je me rends compte que c'est le cas. Ouais. Ils ont quand même toujours une petite influence. Ou une influence majeure. Mhm. Et donc la dernière question que je pose souvent à mes invités, c'est quel conseil tu donnerais
à une lycéenne ou une étudiante qui veut se lancer donc dans... au final, tu as touché à vraiment différents domaines, donc qui veut se lancer dans la programmation informatique ou dans la mécanique plus matériaux recherche. Je sais pas trop si tu as des conseils différents en fonction des Ça va être des conseils un peu... domaines. Ça va pas être un commentaire très pratique, mais il y en a deux. Le premier, c'est que c'est jamais trop tard. Et ça a l'air de bizarre de dire ça à une lycéenne ou étudiante, mais je me rappelle avoir commencé la programmation pour de vrai à 17 ans en prépa et m'être dit, il serait temps quand même que je m'y mette, ça sera peut-être intéressant. Je veux dire, j'avais 17 ans, il était temps, je m'y serais mis 5 ans plus tard, ça aurait été bien suffisant aussi. Mhm. Et parfois, on se dit, ah, mais c'est trop tard, j'ai pas, j'ai pas encore travaillé sur ce domaine-là et je suis rendu à 25 ans, 30 ans, peu importe. Mais en fait, si vous y mettez maintenant, dans 5 ans, ça fera 5 ans que vous en faites. Donc, c'est quand même quelque chose qui, Qui faut compte. pas se freiner là-dessus. Ouais. Donc, ça compte, le temps passe et on s'améliore dans les choses même qu'on ignorait. Et l'autre chose, c'est que on sait jamais, je sais pas comment formuler ça, mais la vie nous apprend ce qui nous intéresse au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'aurais jamais pensé que, par exemple, j'en ai pas nécessairement parlé tant, mais parlé un peu, mais la gestion de projet, c'est quelque chose que je trouve super intéressante. La question de comment on gère un labo, une entreprise, un projet de programmation, des employés, comment on fait en sorte que quelque chose c'est ça, que le temps soit respecté. Là, je travaille en programmation, donc on travaille avec les méthodes agiles. J'aurais jamais pensé que ça m'intéresserait. Je trouve ça absolument fascinant maintenant. Et donc, c'est en le faisant qu'on découvre que c'est intéressant. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de savoir, de se dire, si je suis une lycéenne ou une étudiante maintenant et je veux faire de la programmation informatique, allons dans cette direction, mais ça se peut qu'on n'atterrisse pas du tout là où on avait prévu et que ça nous intéresse autant, mais qu'on n'aurait jamais pu imaginer que c'était ça qu'on ferait à la fin, quoi. Mhm. Puisque je suis pas nécessairement là où j'aurais pensé que je serais. Et en même temps, ça a tellement de sens. J'ai fait un hackathon dans mon entreprise en novembre et je me suis retrouvée être la fille qui était responsable des équations pendant tout le truc. Et c'est juste, finalement, tu vois, les choses se remettent en place et on n'aurait jamais pensé que ça prendrait tous ces détours pour arriver. Donc, ouais, c'est ça. Faut se laisser surprendre dans la vie, je pense. Bah super. Merci beaucoup Elsa. Merci à toi. C'était vraiment trop cool. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Elsa pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!